Martinelli et Anne Bourrel, merci d'être là avec nous ce soir à Gilbert-Joseph. Merci à toi. Julien. Alors, je vous reçois aujourd'hui dans le cadre donc, du mois du polar. Le thème un peu, il n'y a pas trop de thème aujourd'hui, c'est juste une mise en avant de votre éditeur qu'on a reçu hier encore, Pierre Fourniot, que vous êtes tous les deux édités à la Manufacture de Livres. Vous auriez dû être trois, c'est une petite parenthèse. Un de nos auteurs a malheureusement déclaré forfait pour des raisons SNCF. Donc on va faire ça en tête à tête. Alors d'abord, la première question, est-ce que auteur, est-ce que c'est pour vous une passion à plein temps, un métier, une nécessité, un besoin? Comment est-ce que vous vivez votre statut d'auteur? À plein temps. Moi, personnellement, j'aimerais bien que ce soit à plein temps, mais non, j'ai un métier rémunérateur à côté. Voilà, mais en dehors de ce métier-là, ça occupe toute ma vie, l'écriture. C'est quelque chose auquel je pense continuellement, même quand je suis à mon travail officiel. Et alors justement, l'écriture de romans aussi, on va en venir un peu dans le détail après, mais aussi personnel, où vous rentrez quand même dans l'âme humaine des gens. Enfin, ce qui nous tient en haleine dans vos deux romans, c'est justement cette épopée, ces personnages qui nous font vivre des situations pas faciles. Est-ce qu'à chaque fois vous vous inspirez de sentiments propres? Est-ce que vous travaillez dans l'imaginaire complet? Est-ce qu'il y a une documentation? Comment est-ce que c'est découlé l'écriture de vos deux romans respectifs? Vas-y, puisque toi, il y a Ben, l'esprit histoire. Moi, personnellement, il y a toujours une part d'autobiographie dans mes personnages, notamment là, le personnage qui est le plus jeune des deux, donc me ressemble beaucoup. Et par contre, après, il y a des personnages qui se greffent un petit peu autour de lui, qui peuvent être imaginaires, mais qui ressemblent aussi à des gens qu'on a connus. Ça peut être inspiré par une lecture, c'est-à-dire que moi, par exemple, le personnage plus âgé qui a traversé la guerre d'Espagne m'a été inspiré quand j'ai lu un livre de Michel del Castillo qui s'appelait Le temps de Franco, qui racontait un petit peu toute cette période de la guerre civile en Espagne. Et donc c'est ce personnage qui était au départ secondaire m'a été inspiré par ce livre, et puis il a pris de plus en plus de place au fil de l'histoire. Voilà. Et donc après il y a aussi des parties de moi qui sont dans ce personnage, évidemment. Alors, on est bien obligé de partir d'une matière. Et la première matière humaine qu'on a devant soi, c'est soi-même. Donc forcément, tout ce qu'on écrit, on partira de ce qu'on connaît ou de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'on a envie de connaître. Après, moi, ce n'est pas les personnages qui déclenchent l'écriture. Ils se mettent à exister dans un deuxième temps. C'est plutôt des images ou des formes géométriques qui déterminent une forme de roman. Je vois le livre comme une maison, comme un immeuble que je construirai au fur et à mesure de l'écriture, d'ailleurs. Puisque je suis architecte, mais sans plan. Donc ça zappe ma deuxième question, c'est est-ce que vous faisiez un plan? Donc en tout cas, après avoir vu vous, non. Et alors, est-ce que du coup, justement, l'histoire, elle part d'une volonté réfléchie de décrire ou d'écrire quelque chose, d'une situation, ou est-ce que, comme Fred Vargas l'expliquait il n'y a pas longtemps, les personnages prennent vie eux-mêmes au fur et à mesure du roman et font des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout au fur et à mesure de l'écriture? Ouais, moi, il faut que je sois étonnée par mes romans, par mes personnages. Il faut qu'ils vivent en deçà de moi. C'est pour ça que même si je pars d'une matière euh, humaine moi-même, ensuite, ces personnages, ils existent devant moi. Ils me parlent, ils se construisent. Et l'écriture autobiographique, moi, c'est pas mon truc du tout. Même si j'ai beaucoup aimé l'autofiction. Et j'aime beaucoup l'autofiction. Dubrovsky, par exemple, c'est un de mes auteurs fétiches. Mais voilà, non, moi, le personnage, je le regarde vivre. Donc, il m'amène quelque part. Moi, pour ce qui me concerne, quand j'écris un roman ou une histoire, hein, même s'il s'agit d'une nouvelle, ma quête première, c'est la recherche de l'émotion. Donc au départ, j'ai très souvent mon premier chapitre et mon dernier chapitre déjà écrit, parce que j'ai déjà construit mon histoire dans ma tête en me disant, voilà, cette fin-là va amener une émotion chez le lecteur. Et ensuite, si je peux y glisser donc des personnages qui
effectivement, qui vont m'apprendre des choses, qui vont me surprendre, tant mieux. Mais très souvent, j'écris mon premier et mon dernier chapitre dès le départ. Après, j'ai pas forcément de plan. Je vais pouvoir un petit peu louvoyer dans l'histoire de cette façon-là. Mais voilà, le but premier, c'est toujours créer des émotions. C'est pour ça que j'aime beaucoup la littérature américaine. Alors, c'est un peu stéréotypé de dire ça, mais je trouve que les Américains, pour ça, ils sont très forts. C'est qu'ils vont droit au but avec une écriture souvent minimaliste. Ils ne cherchent pas à faire les intéressants ou à faire du style gratuitement. Alors, il y a un autre point commun, enfin, c'est dans vos deux romans, complètement différent d'un autre côté, mais c'est le travail de recherche. Enfin, c'est vous plongez dans des univers qui ne sont pas forcément des univers courants, que ce soit, je pense, au milieu de la Jonquera espagnole ou à la guerre d'Espagne, même si voilà, c'est pas des. Est-ce que du coup le travail de recherche, de documentation, occupe une part importante en amont du roman? Est-ce que ça vient au fur et à mesure de l'écriture? Comment vous travaillez la recherche? Ben, à temps perdu, bien sûr. Non, la recherche, alors là, c'est le milieu des prostituées de la Jonquera. Effectivement, j'ai lu beaucoup et je suis allée voir comment ça se passait. J'ai regardé des vidéos, on peut en trouver. Oui, ben, je rentre je pénètre, je m'immisce dans le sujet. Ouais, je vois pas comment on pourrait faire, à moins d'avoir vécu soi-même les histoires qu'on raconte. C'est aussi une possibilité après à un moment donné. Hein, je veux dire, C'est aussi une possibilité. Moi, pour ce qui me concerne, c'est vraiment un des premiers romans où j'ai dû vraiment me documenter, lire beaucoup de livres. Mes précédents romans, par exemple, j'ai publié 2 romans précédemment qui parlaient de musique, de rock en particulier. Là, j'avais pas besoin de documentation parce que c'est un petit peu ma vie depuis toujours. Et là, par contre, pour ce roman, je voulais. Moi, j'ai horreur de lire des romans où tout d'un coup on sent une incohérence ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, bon, j'ai des origines espagnoles, donc c'est une histoire qui vit en moi depuis longtemps. Mais par contre, je me suis énormément documenté. J'ai lu beaucoup de livres. Alors, il y a eu le Michel del Castillo, là, Le temps de Franco, dont j'ai parlé déjà, qui a servi vraiment de référence parce que ça a été écrit par un républicain, mais qui raconte à la fois les horreurs des franquistes et aussi les exactions des communistes de l'autre côté. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre dans ce livre-là, mais j'en ai lu beaucoup d'autres. Ensuite, pour l'anecdote, je suis allé beaucoup sur Internet essayer de trouver des documents d'époque, mais on trouve soit des documents de propagande communiste, donc bon, comme je me débrouille un peu en espagnol, j'essaie de les traduire plus ou moins, ou alors des documents de propagande franquiste. On trouve rarement de, voilà, de documents à peu près neutres, en quelque sorte. Donc, je voulais pas raconter de bêtises et je me suis beaucoup documenté pour celui-ci, même si j'avais mon histoire globalement écrite. Voilà, et notamment, j'ai appris dans le livre vous verrez que dans ce roman, à un moment, il est question d'un massacre qui s'est produit pendant la guerre d'Espagne, qui s'appelle le massacre de Paracuelos, dont personne ne parle. Tout le monde parle de Guernica. Évidemment, Guernica, c'est très connu, mais Paracuelos, personne n'en parle. Et pourtant, il y a eu... c'est une des premières exécutions de masse de cette période-là. Voilà. Alors c'est vrai que du coup, là, on va essayer de rattraper un peu les deux livres sont quand même très très différents. L'un est très moderne et nous renvoie en fait à la noirceur d'aujourd'hui, l'autre à la noirceur du passé, mais la noirceur est présente. Donc je sais que vous aimez pas, enfin il y en a un qui des deux qui aime, enfin Olivier Martini n'aime pas trop l'animation roman noir, mais enfin on reste quand même dans des auteurs de romans noirs. Cette noirceur-là, vous la revendiquez complètement? Ah, moi, oui. J'adore être un auteur de romans noirs. Je savais pas dans quelle case on allait me manger. Là, je sais. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, ça me permet de creuser dans cet univers qui est le mien et auquel j'avais pas forcément pensé mettre l'adjectif noir, franchement. Voilà. Donc ça me plaît. Oui, pour ce qui me concerne, sur ce roman-là en particulier, j'accepte tout à fait le terme de roman noir parce que c'en est un. Après, écrivain de roman noir, c'est toujours un peu réducteur. Avant ça, j'étais écrivain rock, ce qui m'exaspérait aussi. Voilà, donc oui, j'ai écrit un roman noir, mais je ne pense pas être un écrivain de roman noir. Voilà, c'est vrai que mes thèmes sont
sont souvent sombres, mais il y a aussi des petites étincelles de... C'est une belle couleur quand même. Oui, c'est Tu une la belle... portes très bien. On en discutait il n'y a pas très longtemps avec un éditeur, donc Sonatine, qui nous expliquait que justement, quand ils font des romans, eux, ils ne se posent pas la question de savoir si c'est un roman de fantastique, un thriller, un roman noir, et que c'était le commercial et puis nous, libraires, qui les mettions dans des cases. Maintenant, aujourd'hui, c'est quand même, ça reste un problème. C'est-à-dire que ces romans-là ne sont pas des romans faciles d'accès. Enfin, faut pas, c'est pas des romans qui vont se lire à la plage tranquillement. C'est des romans qui nous font réfléchir, qui nous prennent aux tripes. Et ça reste quand même des romans qui sont très personnels. Moi, tu m'inquiètes parce que je pensais que c'était mon livre le plus grand public. Alors, tu m'annonces que je ne vais pas en vendre des tonnes, Oui, c'est moi ça? aussi, j'ai mis une scène à la plage justement pour qu'on puisse se détendre au soleil, tout ça. Ouais, mais la bonne littérature est rarement facile d'accès. C'est ce qui fait d'ailleurs son plaisir. Et parfois, oui, c'est pas une question de vente. Il y a des livres qui sont très difficiles d'accès et qui se vendent très bien. C'est En juste général, Ouais, mais ça, ils se vendent bien après la mort de l'auteur, ça- mais je c'est n'ai pas pas notre envie de ce propre. destin-là. Enfin, on peut pas réfléchir à ça, quoi. Non, Moi, non, je m'y voilà. refuse en tout cas. J'ai écrit ce que j'ai à écrire et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas. Hein? Toi aussi, non? Ah ben oui, oui, moi je ne cherche pas à atteindre une cible. Voilà, Ou... on peut pas. C'est Mais dans peut-être. l'écriture, par contre, vous faites un vrai travail d'écriture. Enfin, je reviens Ah là-dessus. oui, ben oui. Il y a une vraie recherche Mm. dans vos deux romans. Il y a une vraie recherche des mots et des phrases. Celle-là, elle vous vient naturellement. Vous retravaillez les phrases continuellement jusqu'à ce que vous ayez vraiment la bonne note, j'ai envie de dire. Oui, beaucoup. Je réécris beaucoup. Je jette beaucoup. Toi aussi, non? Oui, moi Ouais, j'ai ça beaucoup de se sent. réécriture. Si je vous montrais, j'ai même un manuscrit dans le sac. Si vous voyez les, les bulles, les ratures, des fois il y a des pages entières que je jette, que je réécris. La dernière, je pense que tu dois faire un petit peu ça parce que je vois un petit peu comment tu as lu. Mais moi, les dernières relectures, elles se font à voix haute, notamment pour le rythme. Ah Donc bah je oui, vois le que quand gueuloir, ouais, il y a rien de je mieux. vois le rythme que tu as pu adopter Mm. quand tu étais accompagné Ouais. par ton mari guitariste, etc. Donc le rythme est très important pour moi. C'est-à-dire que je suis capable de... Voilà, pour une question de rythme, si par exemple la correctrice me dit cette phrase, elle est un peu incohérente, alors d'accord, je vais gommer l'incohérence, mais si ça ne va pas dans le rythme, je vais carrément retravailler tout le paragraphe pour que le rythme reste en adéquation avec ce que je veux. Voilà. Ouais, moi aussi. Bah, c'est exactement la même chose. Mais souvent, nos manuscrits font ça, et puis le manuscrit final, c'est la moitié, quoi. Et enfin, moi, j'ai plus peur de foutre à la poubelle, quoi. À ce propos, moi, une bonne école, je trouve, pour l'écriture, ça a été les concours de nouvelles que je passais au début, parce que souvent, on impose un nombre de caractères ou un nombre de mots. Et donc, s'il faut 3000 mots, on termine la nouvelle et elle fait 4500 mots. Et on commence à élaguer. Et on se rend compte que finalement, cet adjectif, il sert à rien, cette Ouais, préposition non exactement. plus, etc. Et c'est peut-être ce qui a affiné un petit peu mon écriture, où on dit qu'elle est quelquefois minimaliste, etc. Mais je trouve que c'est une bonne école. Oui. Et les textes, vous les retravaillez avec des amis, avec votre éditeur, tout seul. Enfin, vous acceptez, vous les faites relire avant par d'autres personnes, ou c'est vraiment une fois que vous l'avez sorti, une fois que vous l'avez réussi la faire naître, faut plus y toucher. Enfin, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre texte? Peut-être qu'un jour, je voudrais plus qu'on y touche, mais pour le moment, enfin, ça prend du temps de devenir écrivain. Ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, il me semble. Rarement, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Donc, il nous faut du temps pour arriver à ce paysage, à ce pays fantastique auquel on rêve tous. C'est notre univers, notre écriture, notre voix. Et donc, oui, je fais relire. J'ai 2 personnes qui relisent ce que j'écris. Et parfois, quand je vois plus rien, quand je sais plus où j'en suis, il y a une des 2 qui lit, qui me fait 1 ou 2 remarques, et ça me permet de repartir. Et puis ensuite, je fais lire à mon éditeur, on en discute, enfin on en discute, mais il est toujours d'accord avec moi. Et Tu as on en vu a comment parlé, il est? Moi, Lui, il aime pas retravailler le texte. on en Il a parlé pense hier. que, Ouais. voilà, on en a parlé hier, il pense qu'une fois que l'auteur a délivré son texte, il en est responsable, et donc voilà. Mais j'aime bien lui poser des questions, voir dans les petits détails.
Par exemple, j'avais mis une Audi, et une Audi, on sait tout de suite quand le réservoir d'essence est vide parce qu'il y a un voyant qui s'allume. Donc, ça collait pas avec ce que je voulais faire. Donc, j'ai transformé. C'est mon éditeur qui me l'a fait remarquer. J'ai enlevé l'Audi et j'ai mis une voiture ancienne, plus ancienne, où il n'y a pas de voyant. Du coup, on peut, le personnage peut tomber en panne sans s'en rendre compte. peut tomber en panne et après enceinte. Aussi, sauf qu'il est masculin, le personnage. Ce sera plus difficile. Donc voilà, il y a le travail sur l'écriture à proprement parler, qui se fait dans notre petite chambre d'écriture. Et ensuite, il y a le travail sur les détails, comme celui que je viens de citer, qui se fait avec les autres. Oui, pour ce qui me concerne, au niveau du style, j'aime pas trop quand j'ai des remarques là-dessus. Par contre, je suis tout à fait preneur. Quand c'est vrai que quand on a le nez dedans, on ne peut pas se rendre compte si à un moment il y a une incohérence dans le texte ou quelque chose en tout cas que les lecteurs ne vont pas comprendre ou vont avoir du mal à identifier. Donc là, je suis tout à fait preneur des remarques. Donc j'ai un cercle familial et amical de premiers lecteurs en quelque sorte. Et moi, pour ce qui concerne ma relation avec Pierre, donc au niveau du style, il n'y a pas eu de remarques. Il était juste en demande on va dire, d'un suspense supplémentaire, donc qui m'a poussé à retravailler un petit peu la fin et à glisser une énigme, voilà, que je n'avais pas prévue au départ. Et finalement, je pense que ça a enrichi le texte. Alors, une dernière question, et puis Déjà Eh oui. Quelles sont vos références littéraires? Quels sont les livres que vous avez pu lire, les auteurs qui font partie de ce que vous êtes aujourd'hui et sans qui les livres qui sont sur la table ne seraient pas les mêmes? Marcel Proust, la comtesse de Ségur. Non, je rigole. Non, pas ça. Ça pourrait. Hein. Moi, c'est Duras, mais je l'ai tué, alors ça va mieux. Et puis Dubrovsky, dont je parlais, et il y a toute la littérature. Je sais pas, donne-moi un nom, je te dirai. John Fante. Par exemple, oui. Ouais, Demande à la poussière, ça a été un livre qui m'a beaucoup marqué, quoi. Je l'ai porté pendant plusieurs mois après l'avoir lu. Oui, moi, pour ce qui me concerne, je me suis révélé à la lecture quand je suis arrivé en faculté. En fait, tout ce qu'on m'a enseigné au lycée, c'est vrai que ça ne me parlait pas tellement, hein, les Stendhal, les Proust, etc. Et comme j'ai un frère aîné qui est un grand lecteur, c'est lui qui m'a initié, qui m'a donné le Demande à la poussière de John Fante, L'attrape-cœur de Salinger. Je suis rentré dans la littérature comme ça, avec les premiers de Gian aussi, 37-2, Zone érogène, avec Céline, Voyage au bout de la nuit. Donc ça, c'est la littérature qui m'a marqué. J'avoue que je lis beaucoup plus de littérature américaine en ce moment, avec notamment, il y en a deux que j'adore, là c'est Ron Rash et Donald Ray Pollock, qui sont vraiment dans le noir, très noir pour Donald Ray Pollock, par exemple. Et il y a quelques Français que j'apprécie aussi, notamment à la Manufacture. Il y a Anne, il y a Franck Bouys, et il y a Serge Chalandon, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je vais citer quelques Français quand même, on va être un peu au cardier. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, on va passer à la... Y a-t-il des questions? Merci à toi, Julien. Y a-t-il des questions du public d'abord? Bon. Non, tout le monde. Pourquoi tu regardes ailleurs, Hervé? Bon, ben, nous allons passer à la séance de dédicace et merci beaucoup. Merci à toi. À vous. Et merci à Gilbert de nous avoir accueillis. On a roulé un moment, vitre ouverte, musique à fond, la Dacia au taquet. 145 en vitesse maximale, ces vieux engins. Le Chinois conduisait juste, les mains posées sur le volant. À l'arrière, Ludovic et le boss étaient bien installés, jambes croisées, bras par-dessus la banquette. Ils regardaient le paysage. Ciel clair sur étang bleu, végétation rase. Le chien m'a sauté sur les genoux. Ses pattes griffues se sont plantées dans le coton rouge de ma robe courte. Il a mis sa truffe dans le vent.
ses oreilles pointues retournées sur le rose tendre. Et dans le soleil d'été, son collier scintillait. Je me vois dans le rétroviseur de droite. Je vois mon sourire, je vois mes dents, ça brille. Je me souris encore un peu plus. On est descendu à Leucate avec l'impression du travail bien fait. On a passé le village, la supérette au rideau de fer baissé. Et puis on a pris la route des étangs vers la plage. Et la plage est déserte. Le Chinois et moi, on se déshabille. Les sous-vêtements, c'est comme des maillots. Un rafio a déversé des trucs pas nets dans la flotte. On a lu l'interdiction de baignade à l'entrée de la plage, mais on a quand même envie de bronzer. Ludovic n'a même pas enlevé son polo. Il a juste retroussé le bas de son pantalon sur ses gros mollets blancs. C'est bête. J'aurais bien nagé jusqu'à l'horizon, il dit. C'est bête. J'aurais bien nagé jusqu'à l'horizon. Penchés au-dessus de l'eau, on les a vus danser dans le soleil les nappes arc-en-ciel du produit polluant. Ludovic regarde devant lui, ses gros yeux fixés sur la mer. Il fait claquer sa langue comme chaque fois qu'il se met à réfléchir. Parfaite cette plage pour un pique-nique, Nine. Parfaite cette plage pour un pique-nique. Le Chinois est d'accord. Il se lève. Il fouille dans les provisions. Fait passer le tire-bouchon au boss. La première bouteille est vidée. Le boss ouvre la deuxième. Ses grosses mains sont habiles. Le bouchon expulsé, un peu de notre angoisse part avec. Le chien, il fait sa vie un peu plus loin. La truffe dans le sable, il semble chercher la sortie. Chercher la sortie. Assis tous les trois face à la mer, la tête sous le parasol, les jambes à griller au soleil, on bouffe du saucisson et du pain à l'ail. On boit du vin blanc, la deuxième bouteille passe, et aussitôt après du rouge, un fitou bien noir, la paix directe. On s'enfile les rousquilles et plusieurs carrés de chocolat. Le Chinois n'y touche pas. Il nous rappelle qu'on a quand même plus de shit et pas un gramme d'herbe, faudrait quand même en racheter. Ludovic dit j'ai des contacts, pas de problème. Et puis le chien se roule en boule, il appuie sa truffe sur ses pattes trop courtes et ça nous donne envie d'en faire autant. Et ça nous donne envie d'en faire autant. Les bouteilles se vident, se remplissent, se vident encore et se re-remplissent. La mer ronfle écumeuse, rythmique, et le ciel se déploie dans toute l'étendue de son bleu lavande. Tous les trois, à côté du chien, on est tranquille sans bouger. On est tranquille sans bouger. Ivre comme il faut. Ivre comme il faut. Tu veux que je te parle de la guerre d'Espagne? Tu es prête à tout entendre? Tu es prête à me détester? La voix a poussé un profond soupir, un soupir de lassitude. Puis elle a poursuivi.
Les prisonniers ont été sortis de leurs cellules. On les a fait monter de force dans des bus. Des familles entières, avec femmes, enfants. Ensuite, les véhicules sont partis en convoi. Il y en avait plusieurs dizaines. Ils se suivaient. Dans la nuit, on ne distinguait même pas leur couleur. Ils paraissaient tous noirs. Des corbillards. C'est tout ce qu'ils étaient. Des corbillards. C'était rien d'autre que ça. Ils sont sortis de la ville. Le trajet a duré une éternité. Pourtant, c'était pas si loin. Les bus, c'était des Scania Vabis. La voix s'accrochait à des détails, sans doute pour ne pas hurler. Ensuite, la douce litanie a repris. Ils se sont garés près de grandes fosses qui avaient été creusées à l'avance. On a conduit les prisonniers tout au bord. Et dans le silence, on a seulement perçu le cliquetis des fusils qu'on arme. Une autre voix, une voix de femme, a interrompu le monologue lancinant de l'homme. C'était où? Ça s'est passé quand? L'homme a repris. Non, on va trop vite là. Faut que je raconte tout depuis le début.